Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter. Puis l'invité politique de territoire d'Info, ce sera Alexis Corbière, le porte-parole de la France Insoumise aujourd'hui, présent sur ce plateau. Et en fin d'émission, ce sera l'actualité parlementaire et politique comme vous en avez l'habitude. A tout de suite pour le JT des territoires. On commence ce JT des territoires avec les gilets jaunes qui vont avoir du renfort. Les lycéens se mobilisent jour après jour. Ils protestent toujours contre la réforme du baccalauréat et la nouvelle plateforme Parcoursup, vous le savez. Un exemple à Bordeaux où les lycéens ont défilé dans un premier temps dans le calme avant quelques incidents à déplorer. Reportage de Christophe Chavanneau pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Parti de la place Péberlan, c'est sur la place Stalingrad que la manifestation des lycéens bordelais contre Parcoursup et la réforme du baccalauréat dégénère. En cause, des casseurs qui se sont mêlés au cortège, incendiant poubelles et trottinettes électriques sur les voies du tram interrompues. Ils s'en prennent ensuite à cette voiture qu'ils renversent sur les voies avant que les forces de l'ordre ne commencent à se déployer, protégeant l'intervention des sapeurs-pompiers sous les encouragements des lycéens anti-casseurs. Le repli des plus virulents se fait devant le lycée François Mauriac, où les policiers et gendarmes mobiles sont face à des barricades improvisées qu'ils lèveront rapidement avant que les groupes s'en prennent à un bus, dérobant tous les brise-vitres. Ces mêmes brise-vitres qui seront ensuite utilisées pour vandaliser une vingtaine de véhicules stationnés le long de la rue de la Benoge, laissant sans mots leurs propriétaires et le voisinage. Ils ont cassé toutes les voitures en passant, voilà. Il n'y a pas d'autre... par plaisir. J'ai fermé boutique, il vaut mieux quand même. Voilà. Mais je pense qu'ils continuent quand même, donc il faudrait que la police arrive à les coincer quand même. Parce qu'elle continue de casser, malheureusement. J'ai entendu du bruit qui venait de la rue en fait. Je suis allé voir à la fenêtre parce que j'habite juste à côté. J'ai vu un mec passer avec un brise-vide de bus qui est passé, qui a mis un coup sur chaque fenêtre qui était là. Donc il y a toutes les voitures de toute la rue là, qui se sont pris un coup dans les fenêtres. Ouais, ils cassent. Ça sert à rien en fait, c'est juste chiant. Là je vais aller au commissariat et je vais appeler mon assurance et puis après il faut que je la fasse réparer quoi. Alors que les lycéens se dispersent à la mi-journée, les patrouilles se poursuivent pour un jeu du chat et de la souris dans le quartier de la Benoge où des interpellations ont eu lieu. Certains ont d'ailleurs été pris avec des brise-vitres en poche. Voilà les conséquences de cette crise des gilets jaunes. Prenez vos précautions. La pénurie de carburant guette l'Essonne en région parisienne. Entre blocage des gilets jaunes et crainte des automobilistes d'être à sec, déjà 3 stations-service sont fermées et au moins 3 autres sont en manque de certains carburants. Plus de détails avec Yamina Bendaïda de Via Grand Paris, notre partenaire. La pénurie de carburant commence à se faire ressentir dans certaines stations-service en Essonne. Comme ici, le long de la Nationale 7, à Ris-Orangis. Depuis lundi, cette station est hors service. La fermeture totale ou partielle de certaines stations-service a provoqué la cohue des automobilistes vers les autres pompes à essence, comme ici, à Massy. Il est 12h30 et la station affiche une forte affluence. On entend certaines choses, donc on préfère venir faire le plein d'essence, quoi. Pour certains conducteurs, l'anticipation d'une possible pénurie de carburant serait à l'origine des fermetures de certaines stations. La pénurie se fait d'elle-même, elle se fait d'elle-même par les gens, dès qu'ils entendent une petite info par rapport à ça, se précipitent sur les pompes. Et encore une fois, on se retrouve, comme ils viennent d'annoncer dans l'Essonne, à part d'essence, alors qu'on pourrait simplement se rationner, de faire ce qu'on fait d'habitude, il n'y aurait pas ce souci-là. Au moins 6 stations-service sont en manque de carburant en Essonne. Tout à fait autre chose. La sécurité au cœur des préoccupations des Marseillais. On part dans le sud-est. Il y a un peu plus d'1 an, 2 jeunes filles étaient assassinées sur le parvis de la gare Saint-Charles par un terroriste se revendiquant de l'État islamique.
La région était alors engagée à faire plus en plus de choses en matière de sécurité. À compter de mars prochain, les caméras de surveillance de la gare seront directement reliées en temps réel à la police. Plus d'explications avec les équipes de Provence Azur TV, notre partenaire dans le sud-est. Parvis de la gare Saint-Charles, le 1er octobre 2017. 2 jeunes femmes sont poignardées par un terroriste. Les caméras filment le drame. Aurait-il pu être évité si la vidéosurveillance était directement reliée aux forces de l'ordre? Impossible de le dire. Toujours est-il que la région s'était engagée à renforcer la sécurité aux abords et dans l'enceinte de la station. C'est chose faite. Renaud Muselier a signé une convention dans ce sens avec la préfecture de police. À partir de mars 2019, les images de surveillance de la gare parviendront directement et en temps réel sur ces écrans, ceux de la salle de commandement de la police. Là, on va avoir la meilleure technologie pour pouvoir avoir un suivi immédiat de tout ce qui se passe en termes de délinquance avec une intervention immédiate, ce qui n'était pas le cas. J'ai en responsabilité les lycées, ils seront branchés. J'ai en responsabilité les trains, ils seront branchés. J'ai en responsabilité les gares, elles seront branchées. Je fais en sorte que j'apporte une aide à l'État pour arriver à sécuriser le bien vivre de nos concitoyens. Ces caméras s'ajouteront aux 1500 disséminées dans la cité phocéenne. La liaison gare-PC de sécurité, c'est une première étape dans un plan plus vaste d'interconnexion, plan qui devrait s'étendre vers des établissements privés. On pourra passer à des étapes suivantes, c'est-à-dire connecter d'autres réseaux de vidéoprotection, ceux des bailleurs sociaux, ceux de la régie des transports marseillais, ceux potentiellement des zones commerciales, des centres commerciaux privés. Et donc ça nous permettra ici, depuis le poste de commandement de la police, d'avoir accès à un maillage du terrain, à un réseau de caméras sur le terrain extrêmement dense, beaucoup plus dense qu'aujourd'hui. Donc ça permettra d'être beaucoup plus efficace. D'abord, les caméras sont dissuasives face aux délinquants, et ensuite elles permettent surtout d'identifier les auteurs d'actes de délinquance a posteriori, et donc d'aller les interpeller. La connexion de la gare, pour sa part, a été intégralement financée par la région Sud à hauteur de 300 000 €. Et dans ce JT aussi, des solidarités qui font plaisir. Un peu plus d'un mois après les terribles inondations dans l'Aude, l'heure est toujours à l'entraide. 5 bus en provenance du Gard sont arrivés dans l'Aude, tous remplis de viticulteurs gardois venus aider leurs homologues suite aux dégâts causés par les inondations. Ils ont redressé les piquets, tapé, nettoyé les détritus de toutes les parcelles. Une solidarité qui fait chaud au cœur des sinistrés, comme le montre ce reportage de notre partenaire Via Occitanie. Redressage de piquets et nettoyage des parcelles. Ici, sur ce vignoble de l'Aude à Capendu, sur ce domaine bio de 135 hectares, 1 mois et demi après les inondations meurtrières, la solidarité s'est organisée. 4 bus composés de viticulteurs gardois sont arrivés pour aider les sinistrés. Parce que quand on est embêté, ils viennent nous aider, nous on vient les aider aussi. C'est la solidarité paysanne. On redresse les vignes, on les nettoie. Et quand on est une centaine ou 200, c'est plus facile que de travailler tout seul. Ça donne le moral au moins. Nous sommes sur le domaine de Jean-Pierre Pie. Ce vigneron a vécu une année difficile. On n'ose pas trop dire parce qu'il y en a qui ont été tellement touchés dans leur chair ou qui ont tout perdu. Donc nous, c'est que du matériel végétal. C'est sûr que c'est un outil de production. Mais quand même, un outil de production, c'est important, ça nous fait vivre. Donc oui, ça a été très compliqué. Mais petit à petit, on commence à avoir le bout du tunnel et on voit que grâce à cette aide, cette entraide, on va arriver à la fin de l'année d'avoir fait tous les travaux les plus gros ou les plus importants qui seront réalisés. Au total, 125 vignerons gardois sont répartis sur les différents vignobles de l'Aude. Pour terminer ce journal, les collectivités veulent toutes être sur le même pied d'égalité. La Moselle qui souhaite avoir les mêmes compétences que l'Alsace d'ailleurs. La nouvelle collectivité qui verra le jour permettra à la nouvelle collectivité d'Alsace d'avoir de nouvelles ressources économiques. La Moselle, proche des frontières européennes, veut elle aussi avoir le droit à la différenciation. L'occasion d'un débat animé, reportage de Via Mirabel, notre partenaire. C'est une revendication sur laquelle la Moselle entend rester ferme. Si la nouvelle collectivité européenne d'Alsace obtient le droit à la différenciation, c'est-à-dire des compétences supplémentaires en matière d'attractivité économique et de coopération transfrontalière, le département de la Moselle réclamera les mêmes prérogatives. À l'ouverture de la session trimestrielle de l'Assemblée départementale, Patrick Weiten l'a confirmé.
Nous sommes une collectivité européenne. Nous avons les mêmes caractéristiques géographiques, les mêmes atouts, les mêmes capacités à rayonner au-delà des limites de la Moselle, à la fois vers les deux Länders allemands, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, et vers le Luxembourg. Donc, nous sommes en capacité de revendiquer le droit à la différenciation. Ce que disait Madame la ministre Gouraud, c'est-à-dire donner la capacité à des départements de s'approprier un certain nombre de compétences qui correspondent à leurs différences. Et pour nous, ça sera le cas. Dans l'hémicycle, aucune voix discordante ce matin. L'ensemble des élus soutient cette décision. Pour l'opposition, il est également légitime que la Moselle, comme tout autre département, puisse bénéficier de cette nouvelle disposition. Il est légitime de revendiquer pour tout département les mêmes compétences, notamment en matière de rapports transfrontaliers. La Moselle est de loin l'endroit, même en France, où il y a plus de travailleurs frontaliers, en particulier vers la direction du Luxembourg et dans une moindre mesure vers l'Allemagne. Eh bien entendu, ce qui est envisagé par l'État pour l'Alsace doit pouvoir s'appliquer ici à la Moselle. Le droit à la différenciation devrait être inscrit dans la nouvelle réforme constitutionnelle. Si la réforme est adoptée, l'Alsace pourrait ainsi être le premier département à bénéficier de nouvelles compétences à partir de 2021. Voilà, on poursuit ce JT avec dans un instant les unes de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. Bonjour Saveria, merci d'être là sur ce plateau ce matin pour la revue de presse. Ce sont des déminages en série à la une de la Provence ce matin. 48 heures pour déminer avant la grande mobilisation de samedi qu'on s'attend à être très violente. Hier, Édouard Philippe a tenté de convaincre les députés du bien fondé des mesures du gouvernement, notamment l'annulation des taxes, annulation confirmée par l'Élysée dans la soirée. Objectif donc déminer avant la manifestation de samedi, mais aussi éviter l'agrégation des mécontentements. La contagion sociale est grandissante. Voilà les raisons du ras-le-bol fiscal à la une de Sud-Ouest, le grand quotidien régional de la Nouvelle-Aquitaine ce matin. CSG, ISF, TVA, cotisation sociale, impôt sur le revenu. Quelle est la réalité des chiffres derrière la colère des Français envers les prélèvements obligatoires? Sud-Ouest vous propose un décryptage et on apprend que les Français, ils semblent surtout opposés aux inégalités dans l'impôt plutôt que contre son principe. Voilà le coût de la suppression de l'ISF. D'ailleurs, à la une de la Charente Libre, un des autres journaux du groupe Sud-Ouest. Le vrai coût de la suppression de l'impôt sur la fortune, il n'y aura pas de rétablissement de l'ISF. Hier, pendant le Conseil des ministres, le président a exigé de ne pas perdre la cohérence de ce qui a été fait depuis 18 mois. L'Élysée qui déplore les propos malvenus et incongrus de Marlène Schiappa sur l'ISF. Et bien dans Charente Libre, on apprend que les Charentais les plus riches ont pu, grâce à cette mesure, payer 4 300 000 € d'impôts en moins. Eh bien, on termine avec le courrier de l'Ouest et le Téléthon. À quoi sert l'argent du Téléthon? L'événement, c'est ce week-end, un événement bousculé par le mouvement des Gilets jaunes. Les fonds récoltés servent à financer plus d'1 millier de chercheurs. Reportage, par exemple, dans un institut de myologie dans le 13e arrondissement de Paris. La myologie, c'est l'anatomie des muscles, un lieu bras armé du Téléthon en matière de recherche. Donc. Et puis, la Fête des Lumières aura bien lieu, c'est-à-dire dans la version numérique du Progrès. Vous l'avez noté ce matin, Saveria. Voilà, la traditionnelle fête des Lumières à Lyon aura lieu. Ça commence ce soir jusqu'au 9 décembre, mais sous très haute sécurité. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, a fait de la sécurité de cet événement une priorité. Dès ce soir, 1200 forces de l'ordre et les secours seront mobilisées pour assurer cette sécurité. L'événement attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs dans la capitale des Gaules. C'est 4 soirs de suivre les œuvres de 80 artistes venus de 12 pays, c'est-à-dire donc dans la version numérique du Progrès. Merci beaucoup. Le Progrès de Lyon, un des journaux du groupe EBRA. Et cette Fête des Lumières, c'est vraiment un événement considérable, adoré par les étrangers d'ailleurs. Merci Saveria, on vous retrouve en troisième partie de notre émission pour l'actualité parlementaire tout à l'heure. Tout de suite, c'est le Club de la Presse, dans un instant. Bonjour Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des Communes et le Courrier des Maires d'ailleurs. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Et bonjour Olivier Auguste. Bonjour Cyril. Vous êtes le rédacteur en chef de l'Opinion. Merci d'être avec nous ce matin. Justement, l'Opinion à sa une aujourd'hui, Gilets jaunes, la montée des périls. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Il y a énormément de périls pour le gouvernement, pour Édouard Philippe, mais aussi pour Emmanuel Macron. On le sait, l'Élysée a annoncé l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants.
au fond, presque minutes après que le Premier ministre ait annoncé, lui, un moratoire. Comment on peut en arriver à cette situation, Olivier Auguste ? Il faut bien reconnaître qu'en termes de communication, on a rarement vu autant de pataquès et que ça sent un petit peu la panique. En réalité, Édouard Philippe et Emmanuel Macron disent pas tellement de choses différentes hier. Oui. Devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe dit, en gros, cette hausse de taxes, il n'est plus question de la revoter, puisque vous savez qu'ici, au Sénat, elle a été annulée donc, par la majorité sénatoriale, et que si on avait voulu rentrer dans ce moratoire de quelques mois qui avait été initialement proposé, il fallait commencer par la revoter avant de dire on temporise. Bon, politiquement, tout ça, c'était absolument injouable. Donc, Édouard Philippe a dit hier devant les députés on va s'y prendre un peu autrement. Il a été un peu technicien et ça a nécessité que derrière, l'Élysée repasse une couche, si vous me passez l'expression, pour dire non, attendez, pas de hausse l'année prochaine. Puis après, on verra. Guillaume Doyen, Emmanuel Macron exclut aussi de rétablir l'ISF. Il recadre sèchement certains ministres, dont Madeleine Schiappa. Oui, ça a été la surprise. C'est le coup de théâtre d'hier matin. Schiappa, Griveaux un peu ambigu sur le sujet. Tout le monde s'est dit, ça y est, on part en marche arrière sur l'ISF. Marlène Schiappa, elle s'est autorisée une liberté ou alors on lui avait suggéré? Moi, je pense qu'elle a flairé éventuellement la bonne occasion de faire parler d'elle, parce qu'il devait courir le bruit qu'effectivement, il y aurait une étude précise, une façon de calmer les gilets jaunes. Donc je pense qu'elle est dans une opération de com. On a fait savoir qu'elle avait eu beaucoup l'Élysée avant de parler, etc. Alors c'est pas incompatible avec ce que vous disiez, hein, l'idée de se faire un petit peu de pub personnelle. Bon, en tout cas, si ça a été le cas, ça n'a pas duré longtemps, effectivement. C'est quand même, comment dirais-je, le constat que une communication qu'Emmanuel Macron voulait tout de même renforcer, hein, on se rappelle de ses critiques de ce qui avait été fait de ce point de vue-là par l'Élysée de François Hollande, au fond, en cas de crise grave comme ça ne marche pas. Non, en fait, il voulait porter toute la communication de l'exécutif. Emmanuel Macron, c'était bien ça qu'il souhaitait. Et quand il est taiseux, quand il garde le silence, ça part à peu près dans tous les sens. D'abord parce certains ont peu d'expérience politique. Et ensuite parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer collectivement. Si vous les reçoivent des éléments de langage, qu'ils bégayent sur les plateaux. Mais quand la pression est forte, là, ça peut avoir tendance à partir dans toutes les directions. C'est ce à quoi on assiste ces derniers jours. Voilà, avec une montée de mécontentement de plusieurs secteurs. Olivier Auguste, les routiers, surfent-ils eux aussi sur la vague de la contestation? Ils ont des revendications très spécifiques. Alors évidemment, les porter maintenant, de toute évidence, c'est se dire... on peut profiter de l'ambiance un peu générale pour faire avancer nos revendications. Bon, il y a en plus des histoires internes, par exemple chez Force Ouvrière, qui est assez présent chez les routiers, mais dont la branche routier est dirigée par un des perdants, entre guillemets, des récentes élections chez FO. Donc il y a de multiples facteurs, mais c'est certain qu'il y a un aspect opportuniste dans le fait de déclencher un mouvement maintenant sur des revendications qui sont liées notamment aux heures supplémentaires, à la question de la rémunération de ces heures supplémentaires, qui sont des questions assez juridiques, qui auraient pu être traitées il y a 8 jours, il y a 15 jours. Évidemment, là, on se dit on a plus de chances d'obtenir ce qu'on veut dans un moment de pression en général tel que celui qu'on vit. C'est votre titre dans l'opinion, la montée des périls. Hein. Ouais, alors là, on est dans des revendications catégorielles assez classiques, encadrées par des syndicats, avec des feuilles de route, des capacités à négocier. C'est encore autre chose, mais vous avez raison qu'effectivement, on se raccroche au mouvement. Les lycées, ce qui est toujours beaucoup plus difficile à contrôler, ils sont beaucoup plus jeunes, c'est bien plus explosif. Et effectivement, tous les actes de violence qu'ils commettent ou qui les visent sont extrêmement médiatisés. Ça inquiète beaucoup, ça, les lycéens. Les étudiants. C'est pour ça, quand on titre ce matin, pardon Guillaume, la montée des périls, c'est évidemment dans la perspective de la journée de samedi, dont personne ne peut prévoir le déroulement. Mais moi, j'entendais ce matin un leader d'un syndicat étudiant qui était déjà en train de dire oui, c'est vrai que nous, on a appelé hier à la mobilisation, mais le mouvement nous échappe complètement et donc on appelle les lycéens à être prudents. Enfin, et il y a un moment, il faut aussi que les gens qui se prétendent leaders de quelque chose ou représentants prennent un petit peu leurs responsabilités et peut-être qu'envoyer des lycéens dans la rue, y compris en disant nous, on sera samedi à Paris.
C'est peut-être pas la chose la plus responsable à faire. Guillaume Doyen. Pas mieux, en réalité. Pas mieux, effectivement, on est dans une phase hyper risquée. Concernant les lycéens, il y a déjà eu des blessés hier. Et là, on ne sait pas d'où va partir, je dirais, la prochaine explosion. Il y a les agriculteurs aussi qui vont manifester. Oui, alors là-dedans, donc, dans cette agrégation de colère, de violences potentielles et de victimes potentielles, en fait, c'est ça qui est le plus craint en réalité. C'est le surgissement d'une violence mortelle. Juste un mot peut-être sur les agriculteurs, parce qu'eux font très attention pour le moment à dire mais nous on ne va pas se mélanger avec les gilets jaunes, on a des revendications très précises, c'est d'ailleurs un paradoxe, on leur a promis de mieux les rémunérer, donc il faudrait que le consommateur paye un petit peu plus cher, sauf que ce n'est pas le moment de diminuer le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour le moment, ils sont sur une journée de mobilisation qui sera décidée distinctement dans chaque département, ils ne tiennent pas du tout à se mélanger avec les gilets jaunes. Maintenant, ce qui se passera en réalité sur le terrain, là non plus, on ne peut pas le dire. Voilà, Emmanuel Macron demande aux partis et aux syndicats un appel clair au calme. Ce sont des propos rapportés par Benjamin Griveaux. Et il a indiqué, le président de la République, que le moment que nous vivons n'est plus à l'opposition politique, mais à l'opposition à la République. Oui, parce que il faut bien reconnaître que chez une partie, il ne s'agit surtout pas de faire des généralités abusives, mais dans une partie des manifestants et des gilets jaunes, il y a un petit problème avec le fait démocratique. Quand on essaye de faire plier un gouvernement par la violence, voire de faire démissionner un président de la République, puisque c'est un mot d'ordre qui revient souvent, il y a un problème avec le suffrage universel. On viendra dans la deuxième partie de l'émission avec vous, messieurs, sur l'exécutif, ce couple exécutif président-premier ministre, avec ce coup de canif hier, même un coup de couteau, disent certains observateurs ce matin, d'Emmanuel Macron à Édouard Philippe. On regardera si c'est votre analyse à vous. Guillaume Doyen, un petit mot sur la Gazette des communes, avec le Grand Paris et des départements finalement qui sauvent leur peau. Oui, alors là, on est dans une phase de réconciliation, de tentative de réconciliation avec les élus locaux. On avait parlé il y a quelques mois de la possibilité que les départements franciliens, sauf Paris évidemment, disparaissent au profit de structures territoriales un peu complexes, de districts, etc. La ministre Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, a annoncé que ça ne serait pas le cas. Ça avait déclenché une forte colère des élus départementaux de l'Île-de-France. C'est un scénario qui est abandonné. Ce qu'on ne sait pas maintenant, c'est que va devenir la métropole du Grand Paris, institution méconnue, difficilement compréhensible, pour ne pas dire d'une complexité tout à fait anormale, et qui doit quand même servir, si vous voulez, à structurer la seule ville-monde de France, qui est Paris et sa région. Le bizarroïde, j'allais dire, de cette volonté de les mettre ensemble, c'est qu'ils ont pas grand-chose à voir, ces départements. La Haute-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, c'est vraiment des configurations sociales, sociologiques totalement différentes. C'est totalement différent, effectivement, par la taille, la population, l'activité, la sociologie, etc. Il n'empêche pas moins que ce qui les réunit, si vous voulez, c'est d'être dans la zone de France la plus prospère, qui concentre le plus de richesses, qui concentre le plus de cadres, qui concentre la plus grosse valeur ajoutée, et c'est ça qu'il faut organiser. Alors la vague de contestation actuelle, d'ailleurs, dans ces départements, vraiment la couronne, on appelait ça avant, c'est-à-dire autour de Paris, elle existe aussi, parce qu'on s'est focalisé sur les Champs-Élysées. Au fond, on n'a pas vu ce qui s'y passait. Éric Drouet, qui est un des représentants autoproclamés des Gilets jaunes, est un routier de Seine-et-Marne. Donc vous avez effectivement en Île-de-France, elles sont pas rares d'ailleurs quand même, des zones rurales, des zones de faible peuplement, des petites villes, elles sont concernées par ce phénomène. Donc elles ont effectivement les mêmes problèmes qu'on peut connaître, en moins grave, dans les zones rurales de France. Olivier Auguste, pour terminer, samedi donc manifestation un peu partout en France, mais Paris focalise l'attention à cause des violences qui a eu lieu les précédents samedis, avec un dispositif de sécurité que le ministre de l'Intérieur a mis en place, totalement différent cette fois-ci. Dont on attend encore les détails, mais qui doit être beaucoup plus mobile. Christophe Castaner, il s'est quand même posé un problème à lui tout seul en déclarant au soir de samedi dernier, on a mis sur le terrain tous les effectifs qui étaient disponibles. C'est vrai que c'était quand même un peu en creux, dire aux casseurs revenez la semaine prochaine, on ne pourra pas faire mieux face à vous, ce qui était quand même assez ahurissant. Bon, là maintenant il dit il y aura plus de monde,
Donc visiblement, entre-temps, il a trouvé des personnels. C'est vrai qu'on sait que le week-end dernier, il y a beaucoup de gens de la préfecture de police de Paris qui étaient en week-end normalement et qui n'avaient pas été mobilisés, notamment parce que les syndicats avaient un petit peu fait pression en ce sens, et on peut comprendre que les policiers sont fatigués en ce moment. Mais donc voilà, il annonce effectivement un dispositif plus nombreux et surtout plus mobile, puisqu'on a vu que l'une des difficultés samedi dernier, c'était que les violences qui ont commencé autour de l'Étoile et des Champs-Élysées se sont ensuite répandues dans d'autres points de la capitale, et ça c'était un petit peu moins prévu. Merci Olivier Auguste de l'Opinion, vous êtes rédacteur en chef. Guillaume Doyen de la Gazette des Communes et du Courrier des Maires. On vous retrouve en deuxième partie de l'émission pour le débrief de l'actualité et des propos de notre invité qui est Alexis Corbière, le porte-parole de la France Insoumise. Voilà, qui sera là sur ce plateau dans quelques minutes. On va tout de suite ensemble regarder d'abord la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT, avec également la seule météo des territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Ça remonte un peu les moyennes. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, c'est Alexis Corbière qui sera notre invité dans quelques minutes sur ce plateau, le porte-parole de la France Insoumise. Voilà, tout de suite c'est le Zap Monde, ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures, et vous allez le voir, ce sont les obsèques de l'ancien président américain George Bush, le 41e président des États-Unis, avec les éloges de son fils George W. Bush, le 43e. A tout de suite avec Alexis Corbière dans un instant. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Un dernier passage dans la capitale, marqué par les plus grands honneurs, pour rendre hommage à George Bush, personnalité politique, membre de la famille et parfois un peu des deux. Tu vas nous manquer. Ta grande valeur morale, ta sincérité et ta grandeur d'âme resteront avec nous pour toujours. Nous te bénissons à travers nos larmes. Tu étais le meilleur père que des filles et des fils ont pu avoir. Dans la cathédrale, 3000 invités, dont certains venus de loin. Un rappel de la place qu'avait la politique étrangère sous l'administration Bush. Trop loin. Classé sans suite, oublié. Une guerre verrouillée sans image, hormis quelques ombres d'enfants moribonds. Depuis 4 ans, le nombre de victimes de la guerre au Yémen n'a pas changé. L'ONU a cessé de compter 10 000 morts. Et une course à la destruction entre des rebelles soutenus par l'Iran et une armada saoudienne appuyée par Washington, Londres et Paris. Vital recouvre délicatement son oncle d'un linge bleu. Il a été abattu il y a quelques jours, à seulement quelques pas du centre-ville. Énième victime d'un conflit qui ravage cette partie du Congo. Dans la région de Béni, les tueurs sont inconnus, insaisissables. Certains affirment que ce sont les ADF, des rebelles venus d'Ouganda, qui se livrent à ces massacres. Depuis 2013, plus d'1 millier de personnes ont été tuées, sans qu'aucun de ces massacres ne soit revendiqué. Vendu. Une somme imposante, mais un texte fondateur. Dans cette lettre d'une page et demie, Albert Einstein expose à son correspondant, le philosophe Eric Goodkind, ses vues sur la recherche de sens. À le lire, il se définit comme une personne éloignée de toute religion.
Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Et la Bible, un recueil de légendes vénérables, mais malgré tout assez primitive. Quand il parle de Dieu, Einstein, c'est en termes d'allégorie. C'est une sorte de résumé de la nature. Mais c'est absolument pas un Dieu individuel qui s'intéresse à nous personnellement.